Je complotais contre un aventurier paranoïaque qui s'était intitulé chef de l'État. Il était abominé dans une bonne partie de l'armée. Être un des rares hommes à avoir le pouvoir de raser plusieurs fois Nagasaki ou Hiroshima, c'est très impressionnant. Et il a tout l'intérêt qu'il y a à être le maître de la foudre nucléaire. Faire la guerre pour imposer la paix et faire régner la sécurité de manière à distribuer l'aide humanitaire. Le soldat, c'est l'incarnation du tragique du monde. Il a exploité la peur des Arabes, peur de la fin du pétrole. La dissuasion nucléaire est au cœur de la notion d'indépendance nationale et de souveraineté de la France. Entre 1958, année où le général de Gaulle devient président de la République, et aujourd'hui, la France a été présente sur tous les fronts. Bien sûr, il y eut la guerre d'Algérie, mais Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont eu eux aussi leur conflit. En ce moment, ce sont plus de 12 000 hommes qui se battent hors de nos frontières. Tous les présidents useront de ces pouvoirs régaliens. Il y aura des guerres à mener, des contestations à affronter, le feu nucléaire à portée de main. Le président de la Ve République est tout investi dans ce pouvoir régalien. Parler de l'armée depuis 1958, c'est assurément évoquer la toute-puissance politique d'un homme, le président. Les rapports entre le général et l'armée débutent par un paradoxe bien singulier. C'est un militaire venu à la politique qui a décidé de consacrer la toute-puissance du président de la République sur les militaires. Il s'agit du général de Gaulle. En Algérie, quand nous parlions de l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, c'était un immense espoir. La guerre durait déjà depuis 4 ans. L'initiative était repassée du côté français en 1957 après la bataille d'Alger, en 1958 après la bataille des frontières, de sorte que l'arrivée de l'un des nôtres au pouvoir, pour nous, signifiait la poursuite de l'action offensive et vraisemblablement aussi la possibilité pour De Gaulle de promulguer les grandes réformes dont l'Algérie avait besoin pour rattraper son retard. Lorsque le général de Gaulle accède au pouvoir, son retour est synonyme d'espoir en Algérie. Son indéniable prestige aux yeux des militaires comme des Français en fait l'homme providentiel. Pourtant, même si ce retour est qualifié de coup d'État par la gauche, il est en réalité plébiscité par une opinion aux attentes contradictoires, mettre fin à la guerre d'Algérie et maintenir cette terre dans la République française. C'est là toute l'ambiguïté de cette prise de pouvoir. Dès le deuxième semestre 58, il y a de la difficulté à faire admettre la politique de De Gaulle par l'armée en Algérie. Et c'est très clair, parce que quand De Gaulle déclare que Salan doit quitter ses fonctions, c'est évidemment pour le général Salan un crève-cœur dans la mesure où il souhaitait continuer. Il avait eu l'impression d'être celui qui avait ramené De Gaulle au pouvoir. En réalité, la première chose que fait De Gaulle, c'est de lui dire eh bien maintenant il faut quitter l'Algérie. Un certain nombre d'entre nous, pas tous, avons réalisé que nous avions été menés en bateau après le discours du 16 septembre 1959. Où le mot d'autodétermination a été prononcé. Avant ce discours, il y avait eu une tournée des popotes en Algérie, à laquelle participait un de mes camarades, le capitaine Oudinot, et Oudinot avait posé la question au général, en lui disant « Mon général, il paraît que vous allez abandonner l'Algérie ». Et De Gaulle lui avait répondu « Est-ce que, Oudinot, est-ce que vous avez jamais vu De Gaulle abandonner quelque chose ?» Là-dessus,
On était reparti un peu inquiet mais réconforté. Lorsqu'il y a eu à Tizi Ouzou, toujours chez le capitaine Oudinot, dans la sas du capitaine Oudinot, une visite du général de Gaulle, au cours de laquelle le général a fait un discours dans lequel il a parlé, pas encore de l'autodétermination, mais des 3 options qu'il souhaitait pour l'Algérie. À partir de ce moment-là, et avec le discours qui lui parlait d'autodétermination, nous avions compris que nous avions été menés en bateau. Le cardinal de Retz aimait à dire que l'on ne sortait de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Pourtant, si le général de Gaulle en sort, c'est d'abord aux dépens des Pieds Noirs et de l'armée. Le général de Gaulle comprend que l'indépendance est inéluctable et sa décision d'aller vers l'autodétermination est alors vécue comme une trahison par les partisans d'une Algérie française. Immédiatement, les Algérois descendent dans la rue pour manifester leur colère. C'est à ce moment-là que l'on voit vraiment naître dans l'armée des mouvements d'opposition catégoriques. Parce que vous vous en rendez bien compte, à partir du moment où on donne le choix aux Algériens, à partir du moment où on laisse la porte ouverte à l'indépendance, il est presque certain qu'on va aller vers l'indépendance. Et ça, les militaires ne veulent pas en entendre parler. Comme le premier REP était un régiment très proche du milieu algérois parce qu'il avait participé à la bataille d'Alger, beaucoup d'officiers étaient en relation avec les milieux algérois, donc on sentait que petit à petit la colère montait et bouillonnait, et le régiment avait été envoyé pratiquement en pénitence dans l'Est algérien où on faisait des opérations entre les 2 barrages qui ne servaient pas à grand-chose, et on voyait nettement qu'on voulait surtout nous éloigner du cœur de l'Algérie. La première révolte, si vous voulez, ça a été une action au 1er régiment étranger de parachutistes, lorsque l'aumônier, au cours d'un enterrement de plusieurs légionnaires tués, a déclaré « Et nous ne savons plus pourquoi nous mourrons ». Ça a été l'époque où, dans ce régiment, les commandants de compagnie ont demandé de ne plus engager le combat pour ne faire tuer des gens pour lesquels on ne savait pas pour quelles raisons ils allaient mourir. Ça a été l'époque de la trêve unilatérale où, pendant des mois, on a laissé faire le FLN en interdisant à l'armée de réagir. Le mécontentement des militaires est d'autant plus grand que la situation est contrôlée sur le terrain. À l'inverse de l'Indochine où l'armée a eu à subir quelques défaites, en Algérie, il y a une indéniable maîtrise militaire. Pour une grande partie de l'armée comme des Français d'Algérie, accéder aux revendications indépendantistes algériennes, c'est privilégier une lecture plus politique que militaire. Cette incompréhension poussera certains Pieds Noirs à créer l'OAS, une armée secrète avec un mot d'ordre simple, Algérie française. Au sein de l'armée, un mécontentement sourd se fait entendre. On a le sentiment d'avoir été trahi, et les militaires ne supportent pas ce sentiment de déshonneur. Bon, j'étais bien sûr en relation avec des gens qui appartenaient à l'OAS. Je n'appartenais pas moi-même à un réseau OAS, mais j'y connaissais beaucoup de monde. Sergent avait été sous mes ordres en Indochine, Château-Jobert, je l'avais connu en Indochine, et ces gens-là m'ont demandé, dans certaines circonstances, de leur procurer du matériel, de leur procurer des armes, ce que j'ai fait. Il y a eu, dans certaines unités, une révolte morale. On était simplement furieux d'avoir été roulés et furieux de ne pas obtenir ce que nous avions fait, ce que nous avions gagné en Algérie. Cette victoire que nous avions remportée sur le terrain nous échappait complètement au profit de gens qui étaient nos ennemis. Et je parle des ennemis non seulement des faits de la guerre, mais des Français qui travaillaient contre nous.
Le 22 avril 1961, 4 généraux, Chasles, Salan, Jouhaud, Zeller, tentent un coup d'État. C'est l'histoire du putsch d'Alger, d'un quarteron de généraux en retraite, comme dira De Gaulle. Un putsch, un barreau d'honneur devant une guerre perdue politiquement. La rancœur peut être parfois mauvaise conseillère, et cet épisode contribuera à affaiblir un peu plus l'armée aux yeux d'une opinion déjà hostile aux militaires et à la guerre d'Algérie. Le carteron, comme disait le général, était composé de généraux absolument sincères. On espérait vraiment que cette affaire allait réussir. Là, les événements ont prouvé le contraire. Mais je suis intimement persuadé que ce mouvement était connu à Paris depuis longtemps. Le secret n'avait pas été préservé et que le général a agi en toute connaissance de cause tout le temps. J'ai connu des officiers qui se sont trompés de bonne foi. Le général Zeller, qui est un Belfortin, des auteurs du putsch, croyait défendre l'Alsace-Lorraine. Jouhaud, c'est un pied noir, on pouvait comprendre. Quand il se dresse contre le pouvoir républicain, qui est incarné par le général de Gaulle, il se scie les jambes eux-mêmes. C'est une métaphore absolument exceptionnelle de la bêtise militaire, faire ce putsch. Ça n'a aucun sens. L'échec du putsch d'Alger a causé un tort considérable à l'image de l'armée. Je pense l'armée a très bien compris qu'elle était sortie perdante par rapport à la société française. Et de là, je veux dire, on n'est pas simplement dans un face-à-face pouvoir politique et armée, il y a aussi l'image de l'armée auprès de la société française. La plupart des militaires putschistes seront condamnés, renvoyés de l'armée ou disséminés dans des régiments plus sûrs. En octobre 1961, je suis reçu pour la visite d'avancement au grade de capitaine par le général inspecteur de la Légion. Le général Morel, inspecteur de la Légion, ancienne des forces françaises libres, ancienne Birakeim, compagnon de la Libération, enfin toute la panoplie du gaulliste inconditionnel, me reçoit, regarde mon dossier et puis me demande à brûle-pourpoint, bon alors toi, tu étais à l'hôpital pendant que tes copains du premier rep faisaient le putsch, là, mais si tu n'avais pas été blessé, qu'est-ce que tu aurais fait? Je lui réponds du tac au tac, mon général, lorsque mon capitaine me dit « va prendre la mitrailleuse sur la côte 341 », je vais prendre la mitrailleuse sur la côte 341. Lorsqu'il me dit « va prendre le gouvernement général », je vais prendre le gouvernement général sans état d'âme. Et j'ajoute, en le regardant bien dans les yeux, et je pense que tout lieutenant de Légion bien né aurait fait comme moi. Silence. Je sens qu'il y a tempête sous le crâne de cet ancien lieutenant de Légion. Et puis, il me dit d'un ton bourru, « Bon, allez, tu es là pour te désintoxiquer, fous-moi le camp et fais pas le con. Hein. » Je salue, je sors aux copains qui attendent leur tour de passage dans l'antichambre. Je dis, les gars, vous pouvez y aller. Et il y a une place de capitaine qui vient de se libérer. 2 mois après, j'étais inscrit au tableau d'avancement 1 an avant toute ma promotion de Saint-Cyr. Après l'Algérie, De Gaulle était détesté, honni, abominé dans une bonne partie de l'armée. Les militaires ne lui pardonnaient pas son double langage, son reniement, ne lui pardonnaient pas d'avoir jeté sur le quai de l'Exode 1 million de bons Français sans un mot de sympathie ou de compassion, ne lui pardonnaient pas d'avoir livré à la vindicte du FLN 30, 40 ou 50 000 harkis qui avaient été massacrés, martyrisés, égorgés, ne lui pardonnait pas ce climat qui régnait après l'Algérie chez nous. Il y avait des brimades d'une mesquinerie scandaleuse. Nous, chez les parachutistes, par exemple, on n'avait pas le droit de porter la tenue camouflée. Il fallait absolument se confondre et raser les murs.
Bon, cette tenue avec laquelle les parachutistes s'étaient battus sur tous les théâtres d'opération où la République les envoyait, qui faisait leur fierté, était devenue un vêtement d'infamie. Ça ne nous plaisait pas beaucoup. Après l'Algérie, la Légion étrangère a été interdite de défiler sur les Champs-Élysées pour la fête nationale pendant des années. Finalement, la revanche des médiocres contribuait à mettre au banc de la nation ceux de ses fils qui s'étaient le plus battus pour elle. Et moi-même, j'ai été arrêté et condamné à 2 ans de prison avec sursis pour complot contre l'autorité de l'État et détention d'armes. C'est vrai que j'avais des armes chez moi, qui étaient des souvenirs de guerre, mais comme m'ont dit les policiers, vous avez des souvenirs, mais vous avez aussi des munitions. Et j'ai dit au tribunal qui me jugeait que je ne complotais pas contre l'État. Moi, je suis un enfant du peuple. J'ai fait mes études avec des bourses du gouvernement. La République me convient parfaitement. Ce n'est pas l'État que je voulais changer. Je complotais contre un individu, un aventurier paranoïaque, qui s'était intitulé chef de l'État après avoir trompé tout le monde. Le général de Gaulle est certes un militaire, mais il est d'abord un dirigeant politique. Et son choix de doter la France de l'arme atomique obéit à une logique plus politique que militaire. Là encore, il suscitera des critiques au sein de l'armée. L'armée de la fin de la guerre d'Algérie est majoritairement hostile à la bombe. Elle est majoritairement hostile à la bombe parce qu'elle comprend bien, aussitôt, que c'est la fin des gros effectifs, puisque la dissuasion nucléaire, ou la force de frappe d'abord, puis la dissuasion nucléaire, va devenir l'arme principale de la défense française. En pleine guerre d'Algérie, le 13 février 1960, la France a procédé à Regan, dans le Sahara, à son premier essai nucléaire. L'arme atomique. Une grande partie de l'opinion y est hostile, et l'armée l'est tout autant. Le général de Gaulle a quant à lui compris qu'en ayant à portée de main le feu nucléaire, il transforme à tout jamais les relations entre l'armée et le pouvoir politique. La France ne voulait pas revivre 1940, et elle voyait dans la dissuasion nucléaire le moyen de rester en paix et d'échapper au cataclysme des guerres qui avaient ravagé l'Europe, et peut-être de celles qui pourraient nous venir un jour d'Asie ou du Moyen-Orient. Donc il y avait cette idée du plus jamais ça, plus jamais 1940. Mais pour beaucoup de gens, c'était le diable, l'arme nucléaire. Et les grands diables, c'était les Russes, et éventuellement les Américains, qui avaient les armes nucléaires. Et est-ce qu'on allait être un petit diable? Est-ce qu'on allait rester un petit diable? C'était le mal. Le général de Gaulle a définitivement posé les principes d'une politique de défense qui s'imposera à tous ses successeurs. Mais l'indépendance donnée aux Algériens et la décision d'opter pour une force de dissuasion nucléaire entachent les relations entre le général de Gaulle et l'armée, qui désormais doit accepter d'être commandée.
21 avril 1969. Le général de Gaulle démissionne. Son ancien Premier ministre, Georges Pompidou, lui succède. Normalien et fin lettré, il aime répéter que les peuples heureux n'ont pas d'histoire. La croissance économique forte de ces années de paix, la maladie qui écourtera son mandat, ne permettent de retenir que la continuité de la politique militaire posée par le général de Gaulle. Georges Pompidou n'aura jamais eu le temps de marquer l'armée de son empreinte. On aurait pu penser que Georges Pompidou, qui était tout le contraire du général de Gaulle, un intellectuel, un universitaire, à la différence d'un homme qui était un soldat pragmatique, aurait fait autrement avec la force de frappe, avec les militaires, etc. Au contraire, Georges Pompidou y accorde une importance capitale. Il avait l'habitude de recevoir les commandants des sous-marins lanceurs d'engins personnellement, parce qu'il savait que s'il y avait un moment fatidique, ce serait un lien entre lui, président de la République, et un commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engins, que cela se ferait. Et par conséquent, Georges Pompidou a assumé pleinement, complètement, au-delà même de ce qu'on aurait pu penser, ses fonctions de chef des armées. Son mandat débutera par une affaire rocambolesque, l'affaire des vedettes de Cherbourg. En 1969, la France avait passé un contrat avec l'État d'Israël pour la vente de 12 vedettes lance-missiles. 5 de ces vedettes avaient été livrées, la guerre des 6 jours stoppant la livraison des autres vedettes qui étaient gardées dans le port de Cherbourg. Les Israéliens mettent au point une ruse. Une société d'apparence norvégienne demande à la France ses vedettes pour des recherches pétrolières en mer du Nord. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, vers 2 heures du matin, les vedettes prennent le large. Elles arrivent à Haïfa en Israël, le jour de l'an. L'affaire est révélée et connaît un retentissement mondial. Le ministre de la Défense, Michel Debré, sanctionne le général Gazelle et l'ingénieur général Bonte, en charge de l'exportation du matériel militaire. La France est alors la risée des chancelleries. Georges Pompidou est très en colère. Il considère que l'armée ne lui a sans doute pas tout dit. On ne saura jamais qui aurait été le vrai Georges Pompidou au pouvoir. On ne saura jamais, la maladie l'a frappé tout de suite. Ça a entraîné un réflexe encore plus conservateur, ce qui est naturel lorsqu'on a peur justement de n'avoir pas d'avenir. Et je ne sais pas ce qu'aurait été et ce qu'aurait fait, notamment dans les 2 dernières années de son mandat, Georges Pompidou, s'il avait vécu, est-ce qu'il aurait repris à son compte un certain nombre d'ouvertures du gaullisme social? Je le pense. Je pense que ça restera une présidence méconnue. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing devient en 1974 le 3e président de la Ve République, il incarne une rupture. Il est le premier locataire de l'Élysée à ne pas être issu des rangs gaullistes. Est-ce parce qu'il est né en Allemagne? Est-ce par conviction européenne que le nouveau président va faire de l'axe franco-allemand un pilier de sa politique de défense comme de sa politique étrangère? Au soir de son élection, Valéry Giscard d'Estaing s'entretient avec le chancelier allemand Helmut Schmidt, qui lui demande de tout faire pour sortir du ridicule l'armée française stationnée en Allemagne. En effet, il n'est pas rare de voir des chars obsolètes tomber en panne, et les militaires français sont la risée de nos voisins outre-Rhin. Le pouvoir avait clairement privilégié le tout nucléaire, et l'armement conventionnel avait été négligé. Un plan d'investissement massif est alors décidé, et des manœuvres franco-allemandes ont lieu régulièrement. Valéry Giscard d'Estaing est profondément influencé par le chancelier allemand Helmut Schmidt, avec lequel il a une amitié très profonde. Ils se sont beaucoup aimés, ce qui est rare en politique. Je pense que les relations affectives entre Giscard et son homologue allemand étaient beaucoup plus importantes et de nature plus spécifiquement européenne. Le chancelier Helmut Schmidt, il ne faut pas oublier
est un grand spécialiste des questions de défense et ils vont avoir des conversations très nombreuses où le chancelier Helmut Schmidt va en effet faire passer un certain nombre de messages. Ce rapprochement franco-allemand dessine en réalité un autre objectif de la diplomatie française qui pèse alors sur l'armée. L'arme nucléaire n'est plus pensée comme une arme à la seule disposition de la France. Le général von Bommersch, chef d'état-major des armées, théorise une défense européenne commune. De Gaulle traçait les grandes orientations, contrôlait les décisions et faisait confiance à ses généraux qu'il avait bien choisis pour les mettre en œuvre. On voit bien Giscard d'Estaing, lors d'opérations militaires en Afrique, est-ce qu'il faut faire intervenir l'aviation dans telle et telle opération? La décision remonte jusqu'à lui, c'est lui qui donne sa décision de sa voiture par le téléphone codé dont il dispose. Ce n'est pas le chef d'état-major de l'armée qui va prendre la décision, in fine, faut-il ou non, là, donner l'autorisation aux pilotes qui ont pris l'air, est-ce qu'ils peuvent larguer les bombes? Ça remonte jusqu'au président, c'est lui qui va dire si oui ou non ils peuvent larguer les bombes. C'est un contrôle qu'on n'avait jamais vu auparavant. Il veut, il aime commander l'armée. Il aime pouvoir appuyer sur le bouton, là, pas nucléaire, le bouton conventionnel. C'est un pouvoir qui le grise manifestement, qu'il aime beaucoup. Le 11 mai 1978, un groupe d'environ 3 à 4 000 rebelles katangais bien armés et venus d'Angola se révoltent contre le président Mobutu au Zaïre. Ils prennent alors en otage environ 3 000 Européens à Kolwezi et commettent des exactions. Près de 300 Européens sont tués. Afin de protéger ses ressortissants, la France envoie des parachutistes de la Légion étrangère. Ils sautent le 19 mai à 14h30 sur l'ancien hippodrome. 5 légionnaires sont tués. De violents combats de rue commencent, permettant de délivrer des Européens retenus en otage ou qui avaient pu se cacher. À midi, les premiers otages sont évacués sur le terrain d'aviation. En 2 jours, les légionnaires ont pris le contrôle de la ville et libéré les 2800 ressortissants. Est-ce qu'il faut protéger ce qu'on a appelé la France-Afrique et donc maintenir une influence française en Afrique? Je pense que ça, c'est un argument stratégique qui s'est imposé à Giscard d'Estaing, qu'il a très bien accepté. Il est d'abord un amateur d'Afrique, qu'il connaît très bien, pas seulement parce qu'il y chasse, mais aussi parce qu'il aime ce continent, il aime ce pays, il aime y aller, il fait de longs séjours. Donc c'est important, il a une espèce d'empathie avec l'Afrique. Et puis, il a aussi une sorte d'empathie avec les sociétés qui, implantées en Afrique, carillonnent auprès de l'Élysée en disant qu'il faut maintenir en Afrique la position de la France. La position de la France est très importante et pour Elf et pour d'innombrables autres grosses boîtes. Et je pense qu'il est très sensible à ça aussi. Et enfin, il a une volonté, sinon de faire des démocraties en Afrique noire, ça il y croit à moitié, mais il pense que s'il peut garantir les ressortissants français, ce qu'il fera à Kolwezi, ou s'il peut mettre à la tête d'un État puissant africain un des hommes proches de lui, ça peut changer quand même la nature des relations avec... et ça explique Bokassa. Le 4 décembre 1977,
Jean Bedel-Bokassa, que le général de Gaulle surnommait le Soudard, s'autoproclame empereur de Centrafrique. Le pouvoir giscardien est étroitement lié à ce sacre. Un film est même réalisé avec un commentaire digne des actualités pâtées de la 4e République, alors que nous sommes à la fin des années 70. Debout devant l'imposant trône impérial et face aux représentants des nations du monde entier, Sa Majesté Bokassa Ier va recevoir les insignes traditionnels de sa dignité impériale. Surmontée d'un globe de lapis-lazuli où figurent l'Afrique et la ville de Bangui, la couronne impériale, que, non sans émotion, l'empereur va ceindre lui-même, est directement inspirée de celle de Napoléon Ier. Sous les armoiries impériales, on peut lire la devise de la nation centrafricaine, « Zokwezo », tout être humain est une personne. D'une hauteur inusitée, le sceptre impérial rappelle également la canne traditionnelle du chef africain. Les brillants d'une grosseur exceptionnelle qui l'ornent ont été, comme tous les joyaux du couronnement, fournis par les riches mines de l'Empire centrafricain. Le caractère bouffon du régime ne résistera pas longtemps. Moins de 3 ans plus tard, la France lancera l'opération Barracuda pour le renverser, profitant d'une visite de l'empereur à Tripoli chez le dictateur libyen Moammar Kadhafi. Bangui est libéré. Pourtant, le pouvoir politique paiera cher son soutien à l'empereur Bokassa. Quelques semaines plus tard, le Canard enchaîné évoquera l'histoire d'une plaquette de diamants qui aurait été offerte au président Giscard d'Estaing. Une révélation qui contribuera à sa défaite 2 ans plus tard devant François Mitterrand. Le 10 mai 1981, François Mitterrand devient le premier président de gauche de la Ve République. Le général de Boissieu, grand chancelier, gendre du général de Gaulle, démissionne pour ne pas avoir à remettre la Légion d'honneur à un homme qui avait été décoré de la Francisque par le maréchal Pétain. Mais en dépit des apparences, le climat n'est pas aussi tendu. François Mitterrand entretient depuis longtemps des contacts avec une partie de la hiérarchie militaire. L'alternance de 1981 avait été préparée. Mitterrand était convaincu qu'il fallait arriver à une position commune en matière de défense et de sécurité, qu'un programme commun du gouvernement de la gauche avec les communistes était déjà assez acrobatique, que s'il n'y avait pas une position claire en matière de défense et de sécurité, ce programme ne serait pas crédible. Il faut se rappeler que les communistes demandaient à l'époque la dissolution de la Légion. Moi, je commandais en 1980, de 80 à 82, un régiment de Légion. Les cadres étaient inquiets. Il y avait la présence de ministres communistes au gouvernement, alors que l'armée rouge campait à 200 km de nos frontières. Tout ça inquiétait les militaires. À l'époque, l'armée était beaucoup plus nettement à droite, et c'est vrai qu'elle n'a pas vu arriver avec un enthousiasme démesuré l'alternance politique. Le lendemain des résultats, je réunis tous les cadres du régiment. Et je leur dis, le président de la République vient d'être élu par le peuple français, c'est François Mitterrand, il est chef des armées, j'obéis au chef des armées. Le Premier ministre, Pierre Mauroy, il est chargé de mettre en œuvre la politique de défense, j'obéis au Premier ministre. Le ministre de la Défense, c'est M. Charles Hernu, j'obéis à M. Charles Hernu. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est m'obéir. Et pour le reste, on verra. N'oubliez pas que moi, j'ai appartenu à un régiment, le premier REP. Celui-là, il a été dissous. Il n'a pas été dissous par un président socialiste, il a été dissous par un général. Alors, pour le moment, attendez et vous ferez ce que je vous dirai. La suite a prouvé que lors des différentes dissolutions menées sous l'autorité de M. Charles Hernu, la Légion n'a pas perdu un seul soldat. L'alternance de 1981 se fera sans heurts. D'abord, il y a le travail d'un homme, Charles Hernu. Compagnon de François Mitterrand depuis la 4e République, il a toujours plaidé pour que la gauche s'empare de la question militaire. Et puis, il y a la conversion de François Mitterrand à l'arme atomique, à la force de dissuasion contre une partie de la gauche. À l'intérieur du PS, il y a des tas de
de forces antagoniques qui s'affrontent sur la bombe atomique. La gauche rocardienne est contre, avec Pierre Bérégovoy, Michel Rocard, des gens comme ça, ils sont contre. Et François Mitterrand, progressivement, sous la pression de Charles Hernu et du groupe d'experts qui l'environnent, avec Hubert Védrine, Jean-François Dubos, des gens comme ça, vont convaincre Hernu de la nécessité de la bombe atomique et vont l'aider lui-même à convaincre François Mitterrand. Et Hernu a joué un rôle important sur deux plans. D'abord, en ramenant la chose militaire dans le débat politique à gauche. Et deuxièmement, sur le plan, alors là, peut-être plus souterrain, Hernu, qui était notoirement un maçon, dans les milieux de la franc-maçonnerie, il y avait une opposition radicale fondamentale à l'arme nucléaire sur la base, comment dire, humanitaire, sur la base d'une opposition à la stratégie anticité, sur la base d'une conception des lois de la guerre, qui est d'ailleurs tout ce qui est le plus honorable. Et Hernu a beaucoup contribué à expliquer que c'était une stratégie de dissuasion, qu'évidemment il ne s'agissait pas d'employer cette arme en premier, et donc il a joué ce rôle. En réalité, cette conversion de François Mitterrand à la dissuasion nucléaire se fait bien avant 1981. On pourrait dire qu'elle se confond avec l'acceptation des institutions de la Ve République. Le feu nucléaire constitue un attribut présidentiel déterminant, et on ne devient un candidat crédible que par l'acceptation de cette puissance entièrement détenue par un homme. François Mitterrand lui-même, qui était dans les conseils restreints de défense, ne s'est vraiment rallié à la dissuasion que dans les années 70, quand il est devenu le chef du Parti socialiste. J'y ai beaucoup aidé, car j'étais moi-même convaincu. Un travail souterrain va faire que, en 1978, Mitterrand, finalement ayant réfléchi à la question, voit tout l'intérêt qu'il y a à être le maître de la foudre nucléaire. Et finalement, dans une convention qui se tient en 1978, il y a l'acquiescement du Parti socialiste. Alors il y a une formule socialiste qui s'appelle l'acquiescement du maintien en état de la force de dissuasion. Qu'est-ce que c'est que le maintien en état? Est-ce que c'est le maintien comme ça ou bien comme ça? Est-ce qu'on veut maintenir sa crédibilité ou est-ce qu'on veut simplement maintenir ce qui existe? On ne le sait pas vraiment. Mais en fait, le problème ne se pose plus. En 1981, François Mitterrand devient président de la République et il devient le maître de la dissuasion. Il aura même un mot plus tard pour dire la dissuasion, c'est moi. La gauche entretient une histoire paradoxale avec l'armée et plus encore avec l'arme atomique. Pour beaucoup, le nouveau pouvoir socialiste se devait d'abandonner les essais nucléaires. Une conviction ancrée dans l'imaginaire de la gauche, une conviction idéaliste, mais en réalité très éloignée des choix stratégiques du président Mitterrand. Le 7 juillet 1985, le navire amiral de Greenpeace, le Rainbow Warrior, est plastiqué en rade d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Très vite, on découvre que ce sont les autorités françaises qui sont à l'origine de cet attentat. Le Rainbow Warrior, c'est une pure sottise, une pure débilité politique, une imbécilité. C'est-à-dire que pendant des années, sinon des décennies, les services secrets français ont empêché les écologistes d'aller faire des ronds dans l'eau à Mururoa pendant les essais nucléaires, des années. Alors, une fois, ils ont mis du sucre dans le réservoir, une autre fois, ils ont fait bloquer les antinucléaires dans un port aux îles Cook, en s'arrangeant avec les gens des îles Cook pour dire vous allez vite faire une inspection sanitaire du bateau et vous dites qu'ils sont tous malades, vous les mettez en quarantaine, etc., etc. Des blocages intelligents, malins, soft, subtils. Voilà. En 85, ils décident de faire du cinoche, de faire un cirque insensé et d'aller faire couler un bateau. Et parmi les frappadingues de l'époque, il y en a même qui voulaient couler le bateau en mer. Donc, voilà, ils ont eu un coup de folie, ils ont eu un coup de chaud, ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient.
Parce que Ernu était dans un drôle d'état. Il était psychologiquement affaibli, son alcoolisme devenait quand même assez sévère. Moi, je l'explique beaucoup par des facteurs personnels. Il avait abandonné tous ces hommes raisonnables qui l'environnaient quand il est arrivé en 81, étaient tous partis, il n'y avait plus personne. Il n'avait plus que des dévots autour de lui qui le trouvaient formidable et qui lui laissaient faire tout ce qu'il voulait. Donc voilà. Il y a deux questions qui se posent. La première, c'est qui a donné l'ordre. Nos investigations vont, au fond, montrer combien ce sont les services secrets français qui ont mené cet attentat, qu'il n'y a pas eu une diversion, quelque chose d'autre. C'est vraiment les services secrets français et que c'est évidemment sur ordre de l'autorité politique. La deuxième question, c'est pourquoi cet ordre a été donné. À l'époque, en 1985, nous sommes sur une hypothèse qui est au fond le désert des Tartares. À Dirsen, la direction des essais nucléaires, elle est avec ses atolls, là dans le Pacifique, on est encore dans la guerre froide, elle pense que Greenpeace c'est le KGB, elle est dans ce syndrome un peu de forteresse assiégée, elle arrive à convaincre Charles Ernu, qui lui-même convainc l'Élysée et le président de la République, et donc voilà comment on va défendre le feu nucléaire en diabolisant Greenpeace. Quelques années après, nous allons comprendre que ce n'est pas suffisant comme explication. Et d'ailleurs, on sentait bien, on se disait quand même, si c'est simplement un syndrome du désert des Tartares qui explique ça, ce pouvoir était vraiment faible ou vraiment sous la coupe de militaires un peu docteur Folamour. La réponse, nous l'aurons quand Jacques Chirac, après, en devenant président, va rétablir pendant un temps les essais nucléaires, puis les interrompre et rendre public le nombre d'essais nucléaires faits sous les présidents de la Ve République. Et là, nous allons découvrir que le président qui fut élu avec un programme d'interruption, un programme de révision de cette politique, c'est celui qui, de tous les présidents de la Ve République, de Gaulle à Jacques Chirac, en passant par Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, aura fait le plus grand nombre d'essais nucléaires, aura le plus manqué à sa parole. Et c'est l'explication logique de cette histoire. François Mitterrand a fait faire des essais, autant d'essais qui lui a semblé nécessaires pour des raisons militaires et technologiques, puisqu'il fallait mettre au point des technologies qui n'étaient pas encore tout à fait au point, notamment les technologies à tête multiple, notamment les missiles avec un guidage terminal plus affiné que ce qui existait avant. Donc il y avait des programmes de modernisation. Il avait toujours dit, avant son élection, il avait été très, très clair, très franc dans la campagne, qui maintiendrait la crédibilité de la force de dissuasion. Le feu nucléaire donne un sentiment de toute puissance, peut-être aussi d'impunité. C'est ce qui peut expliquer une erreur comme celle du Rainbow Warrior. Pourtant, François Mitterrand a sans doute eu raison de consolider les principes posés par le général de Gaulle. Posséder l'arme atomique donne un poids supplémentaire à l'échelle internationale. Moi, j'ai été ministre de l'Intérieur pendant des années. J'ai aussi été ministre de la Défense. Quand on est ministre de l'Intérieur de la France, quand on rencontre les Allemands, les Anglais, les Italiens, tout le monde, on est le ministre de l'Intérieur d'une puissance importante. Quand on est ministre de la Défense de la France, on est un des ministres d'un des pays qui a l'arme nucléaire. On est dans une autre... on ne peut pas être dans une autre catégorie, on est à un autre étage. Et c'est justifié. Parce que, même psychologiquement, quand j'étais ministre de la Défense, dans la journée, j'ai été mis au courant non seulement des procédures d'emploi, puisque, comme vous savez, en France, à l'époque en tout cas, c'est le président de la République qui a la décision. Et s'il est empêché, c'est le Premier ministre. Et si les deux sont empêchés, c'est le ministre de la Défense. Donc on vous enseigne les procédures et on vous révèle les cibles, les plans d'objectifs, les plans de frappe. Vous savez, voir ce que sont les plans de frappe de la force de dissuasion française, c'est-à-dire ce qui hypothétiquement, et toute la construction qui a été faite pendant une génération, permettait de répliquer à une agression en infligeant des dommages considérables à un pays comme la Russie, avec des villes que je connaissais d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles.
c'est-à-dire être un des rares hommes sur Terre à avoir hypothétiquement le pouvoir ou le devoir de raser, de rayer de la carte, de raser plusieurs fois Nagasaki ou Hiroshima. C'est très impressionnant. C'est une situation que j'ai pu effleurer quand j'étais ministre de la Défense, mais que le président de la République française, Mitterrand après Giscard, Giscard après Pompidou, Pompidou après De Gaulle, on peut mesurer. Et ce n'est pas seulement une donnée stratégique, militaire, politique, c'est une donnée psychologique. Psychologique. 5, 4, 3, 2, 1, feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est 9h local. Autorisation de circuler sur les ponts. Autorisation de circuler sur les ponts. Les premières estimations de puissance de l'engin Altaïr obtenues par les flashmètres donnent une valeur voisine de la puissance attendue. Tous de PCL diarrhée. Le lendemain du tir, la zone d'Indon montre la trace des effets de l'explosion. L'arrivée du président Mitterrand aux affaires entraîne un changement de rôle pour la France au Proche-Orient. Il veut s'imposer comme un interlocuteur privilégié entre Israéliens et Palestiniens en devenant un acteur volontariste pour tenter de trouver une solution de paix. Ce conflit a indirectement plongé le Liban en pleine guerre civile et intervenir dans ce pays constitue une étape obligée s'il veut demain pouvoir s'imposer comme un interlocuteur dans la région. J'ai donc décidé, à la demande du gouvernement libanais, et pour répondre aux appels venus de toutes parts, et notamment du monde arabe, que la France participerait à la formation d'une nouvelle force multinationale qui aura pour charge de contribuer au retour à la sécurité et au respect du droit des gens. Mitterrand avait une vision, je dirais, beaucoup plus dynamique, globale et positive de ce que pouvait faire la France au Proche-Orient. Et donc, d'emblée, il s'était engagé par rapport à Israël et aux problèmes palestiniens de porter la bonne parole, si j'ose dire, c'est-à-dire de convaincre qu'une relation équilibrée de la France par rapport aux Palestiniens d'un côté et aux Israéliens de l'autre permettrait à la France de jouer un rôle qui permettrait de rapprocher les uns et les autres. Et donc aux Palestiniens, il va parler de reconnaissance d'Israël, et dans son discours à la Knesset, il va parler de l'État palestinien. Sur la région, François Mitterrand espère, croit qu'il va pouvoir jouer un rôle particulier pour faciliter la paix au Proche-Orient. Au lendemain des massacres de Sabra et Shatila, Beyrouth porte les stigmates d'une guerre civile. Déminage, recherche des arsenaux des différentes factions. L'armée française est en première ligne dans la mission pacificatrice souhaitée par le président Mitterrand. Donc là, oui, sur le Liban, il y a un intérêt particulier. Mitterrand était très attaché au Liban, connaissait bien, il avait une connaissance étonnante du Liban, de la carte politique régionale du Liban, des dynasties politiques, etc. Il n'est pas du tout démangé par, comme on le dit parfois, le fait de trouver quel est le rôle de la France, comme si la France était une vieille actrice qui n'a pas tourné depuis longtemps, qui est prêt à prendre n'importe quel feuilleton, quoi, pour revenir. C'est pas ça du tout, en fait. Mais simplement être à la hauteur de la situation. Mitterrand montre qu'il a un engagement par rapport au Proche-Orient. Il a une vision globale par rapport aux Palestiniens, aux Israéliens et aux Libanais. Cette vision va être cassée, très nette, par, premièrement, les Israéliens, qui vont bien lui expliquer qu'il n'est pas question de reconnaître l'OLP. Deuxièmement,
par Arafat et l'OLP, qui vont bien lui faire comprendre qu'il n'est pas question de reconnaître Israël. Troisièmement, par Hamas, les chiites et le Hezbollah, qui vont lui faire comprendre qu'il n'est pas question qu'il intervienne au Liban. Mais le 23 octobre 1983, le Hezbollah libanais frappe la France. À 6h40 du matin, un camion bourré d'explosifs pénètre dans la base française du Drakkar et explose. 58 militaires français sont tués. Cet attentat constitue un message clair pour obliger la France à quitter Beyrouth. François Mitterrand décide pourtant de rester au Liban. 58 d'entre nous sont morts. Mais la France parle alors d'une seule voix. Nous restons. Et cet attentat odieux et large contre nous, soldats de la paix, ne doit pas rester sans réponse. Mitterrand, à partir de 83, se retire du Proche-Orient, il faut le dire. Il arrête toute initiative par rapport au Proche-Orient, et je pense qu'il le dit clairement à Claude Chesson à un moment. J'ai reçu trop de coups, je pense que c'est l'expression qu'il utilise, et il n'est plus question que je continue à m'investir. « 1989, le 9 novembre, Berlin est en liesse. L'inimaginable se produit. La ville séparée en deux s'ouvre. Le mur, symbole de la guerre froide, n'est plus. De longs cortèges de trabants envahissent pacifiquement l'autre partie de la ville. Les Allemands de l'Est vont goûter à la liberté à Berlin-Ouest. L'Empire soviétique s'écroule tel un château de cartes. De Gaulle avait fait de la France, puissance militaire moyenne, un État capable de s'immiscer dans les interstices de l'affrontement entre les Russes et les Américains. Cette diplomatie-là prend fin brutalement. François Mitterrand mettra du temps à l'intégrer, comme si la lecture antagoniste des deux blocs pour appréhender le monde ne résistait pas à l'après-guerre froide. La Ve République aura consacré la victoire du politique sur le militaire. Entre 1958 et 1989, l'armée se sera transformée, mais aucun des présidents de la République ne reviendra sur l'autorité croissante qu'aura exercé le pouvoir civil sur l'armée. Si dans la IVe République, il n'était pas rare d'entendre des généraux parler à haute voix, dans la Ve République, l'armée s'est bel et bien transformée en grande muette. En 1989, le mur de Berlin tombe, le bloc de l'Est s'écroule. Il n'y a plus d'ennemis. Est-ce la fin de l'histoire? La fin de la guerre froide va laisser place à une grande période d'instabilité. L'armée française multipliera les engagements à l'étranger dans un monde plus dangereux. Les coulisses de la guerre du Golfe et l'amertume du ministre de la Défense, les confidences du chef d'état-major particulier de François Mitterrand, les coulisses de la fin des essais nucléaires, la guerre en Afghanistan, tout cela dans le second volet d'À vos ordres, Monsieur le Président.